quel âge? 19 ans. À 19 ans, je termine mes humanités et je reviens en vacances au Congo. On sait ce que c'est. Aujourd'hui, on voit le spectacle. Quand les enfants terminent les examens d'État, ils brûlent tout. Ils font la folie. Nous, on ne faisait pas la folie. Mais on a ce sentiment quand même de puissance en nous. On se découvre plus puissant qu'on ne l'était. On était enfant, on était encadré, on était accompagné. Là, c'est une nouvelle vie qui vous attend. Une vie qu'on imagine de liberté et d'indépendance et dont moi je rentre dans cet état d'esprit ici. Entre-temps, il y a mon frère, celui qui vient avant moi, qui est en train de terminer l'université. Et donc mes vacances, je les passe avec lui, ces week-ends sortis, ce que je ne faisais pas. Moi j'étais dans un internat de religieuses, donc la vie était assez stricte et donc je découvre toute cette ambiance et je décide de ne pas rentrer. J'étais programmée pour rentrer faire l'université à Louvain et puis vers la fin des vacances, je dis à mon père, non, je ne rentre plus, je voudrais faire l'université à Kinshasa. À la faveur de ces vacances à 19 ans, tu tombes amoureuse du Congo et tu décides de ton plein gré en essayant À cette étape, je ne sais pas si je tombe amoureuse du Congo ou de l'ambiance que j'ai trouvée au Congo à ce moment-là. C'est plus tard, je pense, en vivant ici, que je me suis mise à m'attacher à mon pays, en redécouvrant les trésors cachés du Congo, que je vais me réapproprier mon pays. Et je pense que c'était bien que je revienne, parce que si j'étais restée en Belgique, j'aurais été une parfaite petite Belge. Je pense que le moment était venu, et là je dis ce sont les voies de Dieu. Mais tu gardes quand même beaucoup de choses de la Belgique? C'est-à-dire ces 10 ans à l'internat, cette ambiance que tu disais stricte, un peu morne, les différentes saisons. Morne, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai aimé mes années de pensionnat, je dois l'avouer. J'ai beaucoup aimé et je pense que ça a contribué, que toutes les étapes de la vie contribuent à ce qu'on est plus tard. Et donc, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, je pense avec beaucoup de... pas de regret, mais avec... beaucoup de bonheur à mes années pensionnat. J'ai fait pas mal de choses qui m'ont plu. C'était un autre mode de vie, c'était autre chose. Et tout ça, aujourd'hui, certainement face à certaines situations, influence mes décisions. Tu effectues un cursus au campus? Oui. En droit? En droit, oui. Là encore, si j'entre dans les détails, on va passer. Non, mais... Mais je veux dire, oui. J'ai eu du mal d'ailleurs. En fait, au départ, lorsque j'étais aux humanités, au début des humanités, je voulais être infirmière. À la fin des humanités, je voulais être médecin. Et tu sais comment ça se passe en Belgique. Dernière année, on va dans un campus, dans une université, on va voir la faculté que l'on veut fréquenter. Moi, je suis allée visiter la faculté de médecine à Liège. Alors, je voulais faire de la chirurgie, je ne sais pas pourquoi, et on nous a projeté, on a entendu un chirurgien qui nous a parlé, qui a déconseillé, qui a dit que pour faire la chirurgie, il fallait avoir une force, il déconseillait cela aux femmes parce qu'il fallait avoir une très grande force physique qu'on n'avait pas toujours. Enfin bref, je vais passer les détails. On nous a fait une projection d'une opération et on est allé voir une opération. Moi, j'ai pas résisté. J'avais oublié que j'étais sensible et allergique à la vue du sang et des blessures. Et donc, j'ai vu cet homme qu'on avait opéré, avait ses intestins sur le ventre, on nous expliquait, et j'ai tourné de l'œil. Je me suis évanouie, je me suis dit non, la médecine, c'est pas pour moi. Alors, plus modestement, je me suis dit, bon, je veux m'occuper des autres, de l'homme. C'était ça qui me préoccupait. Je dis, je vais faire de la sociologie, c'est l'homme qui est au centre des études, je vais faire. Mais en arrivant à Kinshasa, la faculté de sociologie avait été transférée à Lubumbashi. Il n'était pas question pour moi, qui revenais de Belgique après tant d'années, de m'éloigner de ma famille, ce qui est normal. Et donc, à Kinshasa, il me restait l'économie et le droit. Logiquement, j'aurais dû faire l'économie, mais je ne sais pas, peut-être parce que j'avais un grand frère qui avait fait le droit, je me suis dit, bon, je vais faire le droit, et j'ai fait le droit. Tu as failli faire chirurgie, tu as fait le droit, il y a un de tes grands frères qui a fait le droit, et il y a un de tes petits frères qui t'a vengé en chirurgie.
Absolument. Qui fait notre fierté d'ailleurs. Avant de continuer cet entretien, Marie-Madeleine, ça me fait très bizarre. D'ailleurs, je suis un peu content. Ce sera la première fois et la dernière fois, je vais apprécier le moment. Donc, avant de continuer cet entretien avec Marie-Madeleine Kalala, chaque semaine, je prends un sujet, j'en fais mon affaire, je le triture un peu. Ça s'appelle les éditos, c'est mon édito hebdomadaire. Les éditos, et on se retrouve juste après. Ça, c'est Bruce Kathleen Jenner. Et ça, c'est Conchita Wurst. Ces deux icônes modernes sont devenues les héroïnes incontestables et indiscutables à travers tout l'Occident. Je suis content d'appartenir à un pays où l'homosexualité n'est pas mentionnée dans la loi. La législation ne rentre pas dans la chambre des uns et des autres pour expliquer ce qui doit s'y faire entre adultes consentants ou ce qui ne doit pas s'y faire, et j'espère que ça va durer. Néanmoins, la surexposition médiatique et même parfois la béatification de ces deux personnages chez nos frères du Nord me laisse perplexe. Je peux très bien comprendre que l'identité sexuelle soit un problème pour beaucoup de gens à travers le monde. Mais je comprends beaucoup moins la sanctification de ces deux personnes et surtout le mélange des genres touffus qui l'accompagnent. Entre la pénalisation des actes privés dans certains pays africains et l'institutionnalisation des fragilités psychologiques dans les pays européens, il y a peut-être un juste milieu à trouver, non ? Sans compter les valeurs un peu boiteuses de la télé-réalité qui adore exploiter et user ce genre de sujet pour faire des millions sur vraiment pas grand-chose, et même presque rien. Accédez à nos 600 aéroports à travers le monde et à tous les points de vente RTL. À nos réductions spéciales sur les hôtels sélectionnés, sur les appareils et les téléphones. Et encore, à des primes de fidélité exclusives et beaucoup plus. Tout ce que vous voulez, considérez que cela est fait. Un tout nouveau monde de confort. On revient sur le plateau avec Marie-Madeleine Kalala. On a dit juste avant de lancer les éditos qu'on allait maintenant aborder ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle, je l'ai dit dans le portrait, elle est marquée par plusieurs choses. Elle est assez large, assez riche. Elle est marquée par la société civile, par le combat pour les droits des femmes en général, par cette appartenance à la commission Justice et Paix, à la commission pontificale Justice et Paix, donc dans le Saint des Saints, au Vatican. J'aimerais que tu commences chronologiquement par le début. Cette fibre associative de militante, elle vient d'où? Elle commence où? Alors je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nos années pensionnat ont toujours une influence, et je pense que oui. Très jeune ici, lorsque j'ai quitté d'ailleurs le Congo à l'époque, j'étais au Sacré-Cœur, donc chez les Sœurs du Sacré-Cœur, et là j'ai commencé à aller à ce qu'on appelait les guides. J'étais guide et c'est déjà une vie associative, je dirais. On apprend à vivre avec les autres, même si à l'école aussi. Mais là, c'est une vie où on apprend, c'est la dimension générosité, je pense, qu'on met en avant, parce qu'on vous apprend à faire des bonnes actions, on vous apprend la discipline et ainsi de suite. En Belgique, pendant toutes mes années internat, j'étais à ce qu'on appelait, si je n'ai pas oublié, au patronage.
n'est-ce pas? Je crois que le patron, voilà, tu vois, il y a longtemps. Et donc j'étais patronnée, comme on disait à l'époque. Et toutes mes années, je les ai passées comme patronnée. Donc c'est toujours cette vie-là. Et je pense que je l'ai gardée, que je l'ai portée, et que ça a même influencé le choix de mes études. Lorsque je dis que pour moi c'était la personne que je voyais, en fait c'est tout ce que j'ai retenu de ma vie, de ce que j'ai vu en famille, à côté par rapport au comportement de papa, de maman, parce que j'ai pas assez parlé d'elle finalement, alors qu'elle a un grand rôle. C'est elle qui nous a tenus avec sa discipline, ses encouragements. Moi je me souviens, et dans ma vie associative, ma mère est morte en m'accompagnant dans la vie associative. La première pétition que nous avons signée, on en parlera plus tard, avec Cause Commune, ma mère était signataire de cette pétition. Donc voilà, j'ai commencé cet amour de la vie associative très jeune. Ça commence en parallèle avec ta carrière d'avocate. Tu rentres dans la société civile? Non, c'est pas avec ma carrière d'avocate. En fait, je commence ma carrière professionnelle comme conseillère juridique. Je travaille d'abord dans une entreprise publique de l'État, à l'époque aux ACAF, l'Office aérois du café. Et je vais passer de nombreuses années à l'OSACAF. Je quitterai l'OSACAF en 90 pour aller travailler comme conseillère juridique au cabinet du président de la République, où je vais passer 2 ans. Au bout de ces 2 ans, on a changé de cabinet, donc je ressors du cabinet. Et à ce moment-là, je vais travailler comme conseillère juridique avec le cardinal à l'époque qui était président du Haut Conseil Parlement de transition. Je vais travailler avec lui jusqu'à ce qu'il quitte le Parlement. Je serai dans son cabinet comme conseillère juridique. Et puis plus tard, je serai conseillère juridique dans des cabinets ministériels. Et ma vie associative commence dans les années 80, donc lorsque je suis à l'OSACAF. Là commence, c'est l'association des femmes juristes du Congo. J'étais et je suis membre de l'association des femmes juristes du Congo. Et c'est là que commence ma vie associative. C'est là que commence ta vie associative. On va certainement passer assez rapidement sur certaines étapes. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est peut-être l'acte fondateur de tout ce que nous vivons aujourd'hui. À partir de 2001, c'est tout ce processus de dialogue qui nous emmène à Sun City. Je voudrais que tu nous racontes, tu nous dises comment tu as vécu cette période qui nous a emmené finalement à la constitution que l'on vit aujourd'hui et qui fait tant parler. Donc moi je suis allée à Sun City effectivement comme membre de la société civile féminine en fait. J'occupais le poste, les places pour les femmes qui étaient octroyées aux femmes. On a commencé d'abord avec les péripéties de mise en place de la facilitation. Lorsque la facilitation est mise en place, on désigne les premières personnes. Nous devions aller d'abord à une réunion au Bénin. Et on est allé à l'aéroport, on n'était pas nombreux à l'époque. Et puis on a décidé d'élargir une plus grande délégation. Nous sommes allés à Addis Abeba, mais le format ne nous convenait toujours pas, notamment la société civile. Nous avions dit qu'on ne pouvait pas prendre une partie de la société civile, alors que la délégation était constituée de beaucoup plus de membres venant de toutes les provinces. Il fallait la représentativité de la délégation. Et donc c'est comme ça qu'on va suspendre pour nous retrouver finalement à Sun City en 2002. Est-ce que ce processus de négociation qui se termine par le consensus fondateur de la République que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il t'a rendu optimiste? Oui, je pense, absolument, parce que moi on dit souvent la transition n'a rien donné. Je dis si, la transition a donné 2 choses. Cette constitution qui est là aujourd'hui, bonne ou mauvaise, mais c'est une constitution qui a eu le mérite en tout cas de permettre à ce pays d'être ce qu'il est jusqu'à maintenant, même si on redit. Et deuxième chose, ça nous a permis d'organiser les premières élections libres et transparentes dans ce pays.
transparente, bon. Mais enfin, c'était transparent quand même, qu'on le veuille ou non. Ça nous a permis d'avoir des institutions légitimes dès 2006. Ok. D'accord ? Tu deviens ministre des Droits humains en quelle année ? En 2003, Tu restes ministre jusqu'en 2007, 2007. début 2007. Tu restes ministre des Droits humains pendant presque 4 ans. Presque, oui, 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience, encore une fois, et tu en sors dans quel état d'esprit pour la suite ? Ce que j'en garde comme expérience, je trouve, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses. D'abord, d'apprendre de voir le Congo profond. Parce que comme ministre des Droits humains, j'ai parcouru ce pays et j'ai vu des choses. Je dois dire que j'ai eu des moments de joie lorsque je pouvais apporter du réconfort et du bien, et j'ai eu de gros moments de spleen, donc de tristesse, d'amertume. Voilà. Et j'en suis sortie avec la conviction qu'il fallait rester mobilisé pour ce pays, parce qu'il y a énormément, encore trop de choses à faire pour ce pays. Justement, faire entendre ta voix. La dernière question que j'aimerais te poser, parce que ça a été vite, hein. Ça a été vite, on est déjà presque à la fin de cet entretien. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est l'actualité, c'est cette constitution que tu as participé activement. Cette constitution, elle fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de commentaires. On parle aussi des élections, de l'organisation des élections. Tout ça fait partie d'un même package. L'organisation des élections, le délai, les gens de la majorité qui parlent de modification ou de ne pas modifier la Constitution, le président qui reste muet par rapport à toutes ces questions, ce qui laisse place à évidemment beaucoup de spéculations, etc. Je voudrais que tu me donnes ton sentiment assez rapidement par rapport à tout ce processus qui est discuté, commenté et qui fait couler beaucoup d'encre et gaspiller beaucoup de salive. Bon, j'ai dit que nous avions eu le mérite d'organiser des élections, ok ? Parce que nous étions tous d'accord et que nous voulions aller. Je ne vois pas ce qui est compliqué lorsqu'on connaît. Aujourd'hui, on discute autour de la Constitution. Est-ce qu'on revoit la Constitution, on révise la Constitution, on ne la révise pas ? Mais tout cela est prévu par la Constitution elle-même. Il y a des choses. Aujourd'hui, on peut faire une révision de la Constitution, mais pourvu qu'on ne touche pas aux articles que nous avons décidé ensemble de verrouiller. On est dans un pays démocratique, ok ? Donc on pose les jalons de la démocratie. Et moi je pense que les valeurs républicaines veulent que lorsqu'on a fait un travail ensemble, qu'on puisse le respecter. Parce que nous l'avons fait de commun accord. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y a toutes ces discussions aujourd'hui. Pour moi, il est clair qu'il y a des articles auxquels on ne peut pas toucher. Mais curieusement, et c'est ça le mal chez nous en Afrique, moi j'ai participé à l'élaboration de cette constitution. J'ai fait la sensibilisation, la vulgarisation de cette constitution. Je me verrais très mal aujourd'hui en train de dire oui, aujourd'hui, bon, écoutez, les choses ont changé, nous allons adapter, il faut revenir sur tel... Non. Non. Si on veut que les choses soient stables, on doit continuer avec la stabilité que nous voulions instaurer. Donc, à mon avis, il y a des discussions aujourd'hui qui deviennent suspectes parce qu'elles apparaissent à un moment où les choses sont déjà tracées. Le cycle électoral, on le connaissait depuis longtemps. Depuis que nous avons quitté Sun City, on a parlé du cycle électoral. Nous l'avions établi ensemble, qu'il fallait commencer par la base pour aller au sommet. Mais jamais personne ne s'est soucié de vouloir mettre en place cette base. Et aujourd'hui, curieusement, à 1 année et demie du délai, on nous dit non, il faut revenir. Non. Non, je pense qu'il y a un problème de respect de la parole donnée. Donc, effectivement, ta conclusion par rapport à tout cela, c'est que tout est clair et que tout ce qui pourrait aller contre ce qui a déjà été décidé est suspect et sort du cadre républicain. Je voudrais dire ceci. Tout est clair dans la mesure où on suit ce qui est dit dans les textes de loi.
Il suffit de suivre. Ce qui devient difficile, c'est nous les hommes qui venons avec nos problèmes et nos complications. C'est là que ça devient. Et effectivement, aujourd'hui, on dit qu'il est difficile d'aller aux élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas d'argent? Nous savions qu'il y aurait des élections en 2016, qu'il y avait un cycle qui se préparait à partir de 2015. Et même, on aurait pu organiser les élections locales en 2014. Nous le savions déjà il y a quelques années. Tout cela n'a pas été fait et tout d'un coup on se dit non, 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 il faut tout faire, parce qu'on nous a réclamé un calendrier global. Mais maintenant, pourquoi ne mobilise-t-on pas les fonds? Diriger, c'est d'abord prévoir. Absolument, c'est pas moi qui l'ai dit, merci de le rappeler. Donc voilà, moi je pense que les choses sont claires, mais c'est nous qui apportons notre... Nos péripéties. Pas nos péripéties, mais disons que l'eau est claire et c'est nous qui apportons la boue dans cette eau. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui pouvaient intéresser les gens par rapport à toi et par rapport à l'actualité. Je l'espère. Tu as répondu de manière claire et limpide. Marie-Madeleine Kalala, j'en profite. Merci d'avoir été mon invité. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci. Quant à nous, donc vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À la semaine prochaine, au revoir. J'aime beaucoup parce que ça change un peu des autres émissions où on est gazé, où on est préparé. Jean-Pierre fait beaucoup pour mettre ses invités à l'aise. Et donc je venais d'ailleurs sans trop d'appréhension parce que je savais que ça se passerait dans cette ambiance-là. Donc c'est tout ce qui peut plaire à un invité. Et puis vous êtes une équipe formidable.